Sorry, do you know Gene Kelly? Salut, donc aujourd'hui nous partons de l'autre côté de l'Atlantique à la rencontre de la famille Kelly. C'est au sein de cette famille que naît Eugene Corrance Kelly le 23 août 1912 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il est le troisième d'une fratrie de 5 enfants. Le dit Eugène, que nous allons appeler Gene, parce que ça fait une classe. Harriet, sa mère, nourrit de grands projets pour sa progéniture. Les filles seront institutrices et les garçons seront soit avocats, soit journalistes. Mais James, leur père, veut surtout leur transmettre sa passion pour le sport, pour l'exercice physique. C'est ainsi que Gene et ses frères et sœurs s'exercent en toute saison à différents sports, comme le hockey sur glace. Quand il n'y a pas de glace, ils prennent des patins roulettes. À la natation, au football américain, au baseball. Il a d'ailleurs rêvé d'intégrer l'équipe de sa ville, les Pittsburgh Pirates. Et pour acquérir sa souplesse légendaire, il a également fait de la gymnastique. Bon, du coup, on peut imaginer qu'à 15 ans, il est loin d'être maigrichon. J'ai vraiment dit maigrichon. Et bien qu'il soit légèrement complexé par sa taille qu'il juge trop petite, il n'a plus peur des petites brutes qui lui faisaient jadis des yeux au beurre noir, parce que maintenant, il les domine. C'est grâce au sport qu'il sera plus tard le danseur le plus musclé du XXe siècle. Et ce physique qu'il aura musclé va beaucoup contraster avec celui d'un autre grand danseur de l'époque, Fred Astaire, qui lui a plutôt un physique svelte. Quant à Harriet Kelly, elle va plutôt inculquer à ses enfants les bonnes manières, certes, mais elle va également leur imposer des cours de musique. Elle a même inscrit Gene et un de ses frères à des cours de danse. Mais ces sportifs trouvaient ce sport trop féminin, et puis les enfants du voisinage les traitaient de femmelettes, quoi. Du coup, ok, elle a abandonné cette idée, mais elle ne s'est pas avouée vaincue pour autant, parce qu'elle a tenu à inspirer à ses enfants le goût du spectacle, le goût de l'art. En les emmenant au théâtre et au musical, quitte à leur faire manquer l'école. Bon, au niveau scolaire, Gene a quand même des bonnes notes, c'est un très bon élève. Bon, il fera une école de journalisme, mais en 1931, il décide de changer de vocation pour s'inscrire dans une fac où il préparera un BA, Bachelor of Arts, et où il apprendra différentes langues comme l'italien et le français. En 1933, il décide de s'inscrire dans une école de droit, donc il s'achète les manuels, il assiste aux cours distraitement, mais au bout d'un moment, sa décision est prise. La danse a pris trop d'importance dans sa vie comme vocation, et puis les muscles, l'exercice a déposé en lui la certitude qu'il deviendra danseur. Donc après avoir vendu ses livres et choisi de se consacrer à son art, il va tenter sa chance auprès du ballet russe de Monte-Carlo qui faisait une tournée aux États-Unis ce moment-là. Alors il essaye et le maître de ballet est prêt à l'accueillir tout de suite. Mais Gene refusera l'offre parce qu'il jugera que la danse classique est trop spécialisée, ingrate et trop académique pour lui. Au même moment, un certain Fred Astaire et sa sœur Adèle incrustent des claquettes au cinéma. Et ce monde l'intéresse beaucoup, comme on le verra plus tard. Donc tu l'auras compris, au début, Gene Kelly n'était pas forcément intéressé par la danse, mais après avoir surmonté ce dégoût, il a fait plusieurs spectacles avec un de ses frères, où il se faisait appeler les Kelly Brothers. En 1932, toute la famille Kelly décide d'ouvrir un studio de danse qu'ils ont baptisé The Gene Kelly Studio of Dance. Mais pourquoi avoir nommé le studio Eugène et pas autrement? Vous êtes sûrement en train de vous demander. Et je vous comprends, tout simplement parce que le professeur de danse était Gene Kelly himself. Mais il quittera le studio de danse 6 ans plus tard pour faire ses débuts à Broadway. Et rappelle-toi de ce que je disais quand je parlais de cet endroit dans la vidéo d'Yves Montand. À l'époque, si tu voulais te faire connaître, c'est the place to be. Mais contrairement à Yves Lévy qui lui y allait pour chanter, Gene Kelly y va pour le tournage d'une comédie musicale, Leave It to Me. Mais ce n'est qu'en 1940, grâce à son rôle dans la comédie musicale Pal Joey, qu'il a la chance de signer un contrat avec le célèbre David O. Selznick. Qui est David O. Selznick? Juste celui qui a produit le célèbre film Autant n'importe le vent. C'est juste une icône en tant que producteur pendant l'âge d'or du cinéma. Mais le producteur ne le fait tourner dans aucun film, tout simplement parce qu'il n'en trouve pas un qui pourrait correspondre à Eugène. Gene. Du coup, le contrat se fait racheter par une autre société, la MGM, qui le fera tourner dans Me and My Girl, moi et mamie, avec Judy Garland. Et c'est grâce à cette dernière que Gene Kelly va apprendre à être un bon acteur et bien paraître à la caméra. Mais par la suite, la MGM ne trouvera pas de film qui pourrait mettre à profit ses talents. De ce fait, en 1944, la MGM décide de prêter son poulain à un autre groupe, et pas des moindres, parce qu'il s'agit de Columbia, pour le tournage d'un film où il a su donner un style particulier à ses chorégraphies. Le film en question, c'est donc La Reine de Broadway qui sortira en 1944, et ce film a fait un tel succès qu'il a marqué le début de la gloire de la danse au cinéma. Pour info, Gene n'a pas été qu'acteur ou danseur dans le film, car il en a également été le chorégraphe. Bon, il continuera à jouer dans des films que je vous citerai dans un prochain point, mais en attendant, je vous rappelle que nous sommes en 1944. Et bien qu'il soit au top de sa carrière,
Il souhaite aider son pays pendant la guerre. Quel brave homme! Du coup, il se fera engager dans la Navy pendant 2 ans. Et en rentrant, évidemment, il reprend les tournages de comédie musicale. Mais en 1949, il s'intéresse à un autre métier du cinéma. Celui de réalisateur. Il fera ses premières armes grâce au film Un jour à New York, grâce à son ami et complice Stanley Donen. Bon, il réalise et il joue un rôle dans le film, sinon c'est pas drôle. C'est d'ailleurs avec l'aide de Stanley Donen qu'il réalisera 2 de ses films les plus connus, à savoir Un Américain à Paris et le célèbre Chantons sous la pluie. Bon, au vu de sa réputation, il se fait inviter le 18 avril 1956 au mariage du prince Régnier III de Monaco. Mais pourquoi l'inviter? Enfin, c'est pas un clown. À mon humble avis, je pense que la princesse a dû vouloir quelques-uns de ses amis auprès d'elle. Parce que la dite princesse n'est autre que Grace Kelly. Mais la carrière d'Eugène a commencé à décliner au milieu des années 50. Il décide alors de s'installer dans notre bon vieux pays, pour des raisons fiscales, et il tournera 2 films. L'île du danger et Au fond de mon cœur, qui n'obtiendront pas le succès escompté. Peu après, il se fâche avec son ami Stanley Donen après le tournage du film Beau fixe sur New York. Suite à cet événement, en 1957, il prendra congé de la MGM. Mais du coup, il ne parviendra pas à retrouver des rôles très marquants. Mais c'est en France, 10 ans plus tard, en 1967, que Jacques Demy lui propose un rôle dans son film musical Les Demoiselles de Rochefort. Ce film, c'est un hommage, mais également une innovation, parce qu'il tournera principalement des scènes dans des décors naturels et pas dans des studios. Dans les années 60, il réalise quelques films comme Hello Dolly, ou encore Attack au Cheyenne Club, avec James Stewart et Henry Fonda. Et en 1976, il réalise et joue dans le film Hollywood Hollywood aux côtés de Fred Astaire. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que le 8 février 1960, il a l'honneur de recevoir de la part de Hollywood son étoile sur le Walk of Fame. Dans sa vie, il se sera marié 3 fois. Il rencontre tout d'abord l'actrice Betsy Blair, qu'il épouse en 1941. Mais alors qu'elle s'est exilée en France, elle demande le divorce à Gene en 1957 pour partir avec un Français. Ensemble, ils ont eu une fille. En deuxième noces, il épouse une danseuse. Oh, originaire de Pittsburgh. Oh, et c'était la première épouse de Stanley Donen. J'ai nommé Janie Coyne. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, mais la mort les a séparés parce que Janie Coyne est morte en 1973 d'un cancer. Et enfin, sa 3e et dernière femme fut une certaine Patricia Ward. Ils se sont mariés en 1990, elle avait 31 ans, il en avait 77. Durant toute sa carrière, Gene Kelly n'aura de cesse de vouloir bousculer les codes de la danse et du cinéma. Tout d'abord, pour plus de réalisme dans le film Un jour à New York, il demandera au réalisateur de tourner les scènes en extérieur dans la ville même. Normal, me diriez-vous. Mais il faut savoir qu'à l'époque, tout se tournait en studio. Même les scènes supposées être à l'extérieur. Et en plus, bien que la danse soit déjà présente au cinéma, elle est représentée par Fred Astaire, avec des parquets cirés, avec des cols blancs, avec des chapeaux de forme. Bref, fait pour la haute société. Et en plus, on peut remarquer dans les chorégraphies de Fred Astaire qu'il ne bouge principalement que les jambes. Encore une fois, Gene Kelly a voulu moderniser tout ça. La comédie musicale, la danse, pour lui, ça doit être inspiré de la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Blue Collar, col bleu, comme le bleu de travail des ouvriers. Bon, quoi qu'il en soit, cet homme aux multiples talents, entre chanteur, acteur, danseur, chorégraphe et réalisateur, c'est un homme complet. Il a quand même 54 ans de carrière derrière lui. Le premier film qu'il tournera avec la MGM sera en 1942 avec Judy Garland, Moi et Mamie. En 1944 avec Columbia, il tournera La Reine de Broadway avec Rita Hayworth. On le verra ensuite dans Escale à New York avec un chanteur nommé Frank Sinatra. Ah oui, et dans ce film, il a également fait preuve d'une autre innovation, parce qu'on peut le voir danser avec Jerry la souris en dessin animé. Bon, même si tout d'abord la scène a été rejetée par le studio, elle a finalement été acceptée. Et bah ils ont bien fait parce que du coup Gene Kelly a été nommé pour l'Oscar de meilleur acteur cette année-là. En 1949, il y réalise et joue dans un autre film avec Frank Sinatra, Un jour à New York. Par la suite, il réalisera et jouera dans 2 films majeurs de sa carrière. Un Américain à Paris en 1951 et Chantons sous la pluie en 1952 où il partage l'affiche avec Donald O'Connor et Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, c'est la mère de Carrie Fisher, la princesse Leia. Par la suite, on peut le voir dans L'île du danger en 1954 ou encore Beau fixe sur New York en 1956. On le retrouve donc également en 1957 dans le film français de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, aux côtés de Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve. L'un des derniers films dans lequel il tournera sera dans La Griffe du destin en 1986, soit 10 ans avant son décès. Mais la santé de Gene Kelly s'affaiblit à la fin des années 80, car il est sujet à de nombreuses attaques cérébrales durant les dernières années de sa vie. Alors par rapport au film que je peux vous conseiller
qui m'a été donné de voir, c'est évidemment ces deux films les plus connus, à savoir Un Américain à Paris et Chantons sous la pluie. Par rapport à Un Américain à Paris, l'action de ce film sorti en 1951 se passe à Paris, merci de suivre. D'ailleurs, je vous ai dit au début de la vidéo que Gene Kelly avait appris le français. Eh bien, pendant le film, on peut l'entendre parler en français et en anglais. Mais bon, c'est dans la ville des amoureux qu'une riche héritière tombe sous le charme de Jerry Mulligan, un jeune peintre américain. Autant dire rien du tout. Mais il éprouve les mêmes sentiments pour la dite héritière nommée Liz. Mais malheureusement, elle est déjà promise à quelqu'un d'autre. Mais ce que je trouve beau dans ce film, outre les chansons, ce sont les 18 minutes de ballet à la fin du film. Bon, dit comme ça peut paraître long, mais c'est magnifique. En fait, Gene Kelly, dans le rôle de Jerry Mulligan, pense du coup qu'il ne pourra jamais sortir avec Liz, et il fait un rêve où ils sont tous les deux en train de danser dans toutes les rues de la capitale. Tout au long du ballet, il y a le futur époux de Liz qui se joint à eux. Et aux dernières mesures de la musique, Henry, le futur époux, décide d'accepter d'abandonner Liz, et elle se jette dans les bras de Jerry. Fin. Et Chantons sous la pluie. Alors là, on s'attaque à un film de mon enfance. Donc on se retrouve en 1927, à l'époque du cinéma muet. À cette époque, le duo du cinéma le plus en vogue, c'est Don Lockwood et Lina Lamont, interprétés par Gene Kelly et Gene Hagen. Et heureusement que le cinéma est muet parce que Lina a une voix, comment dire, horrible, et elle est persuadée grâce au magazine que la relation amoureuse qui les unit à l'écran est bien réelle, les unit également dans la vraie vie. Et je vais vous citer la phrase qu'il lui a dite, parce qu'elle est juste magique. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Que de l'air. Les deux acteurs travaillent pour un studio nommé Monumental Pictures. Et Don est toujours accompagné de son ami d'enfance, Cosmo Brown. Mais bon, les jours du cinéma muet sont comptés quand sort Le chanteur de jazz. Le premier film parlant. Pour les studios, c'est décidé. Le prochain Lockwood Lamont, le dueliste chevaleresque, sera un film parlant. Mais comme je te l'ai dit, Lina a une voix horrible. Elle a une voix stridente. Et elle est sujette à de la dyslalie. Autrement dit, elle a un cheveu sur la langue. Du coup, le public ne l'a jamais entendu parler à cause de ça, et c'est à tel point qu'au début du film, quand elle exige de parler au public, l'un des producteurs lui a répondu « Lina, vous êtes magnifique, les gens pensent que vous avez une voix d'or, il faut donc empêcher à ces étoiles de se ridiculiser. » Mais du coup, c'est Cosmo Brown qui a une idée. Faire doubler Lina par Katie Selden. C'est une danseuse avec une voix magnifique, dont Don est amoureux. Grâce aux idées de Cosmo, Cathy et Don, le dueliste chevaleresque, qui est à la base un film de cap et d'épée, se transforme en une comédie musicale. Et c'est manifestement un triomphe. Et donc du coup, c'est dans ce film qu'on peut écouter la célèbre chanson Singing in the Rain. En fait, dans le film, la chanson est utilisée quand Don raccompagne Cathy chez elle. Et puis bon, après un petit kissou, il décide de rentrer chez lui à pied, sous la pluie. Et dans toute bonne comédie musicale qui se respecte, il doit manifester sa joie en chantant. Du coup, il chante et il fait des claquettes sous la pluie. Donc voilà, j'espère que tu en as appris un peu plus sur Gene Kelly. Sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Ah oui, et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. C'est gratuit. Allez, bisous!